toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce second webinaire consacré à la lutte contre la précarité alimentaire. Je suis Émilie Monco, chargée de mission développement territorial chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et je serai chargée aujourd'hui d'animer les échanges entre nos intervenantes. Je suis d'ailleurs accompagnée de ma collègue Maïwen Oden qui s'occupera d'animer le chat. Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, donc PQNA, est un centre de ressources dédié au développement territorial et constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public copiloté par l'État et la région, et, et la région Nouvelle-Aquitaine, pardon. Et PQNA s'adresse à l'ensemble des territoires sur une variété de thématiques euh, en proposant des ressources comme sous la forme de webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais aussi de visites sur site, d'articles et de rencontres régionales. L'animation démarche alimentaire de territoire, DAT, est déployée depuis 2018 au sein de PQNA et elle s'inscrit dans le cadre du pacte alimentaire qui rassemble les ambitions communes à la fois de l'État, de la région et d'une trentaine d'acteurs signataires. Dans le cadre de cette mission, PQNA s'adresse tout particulièrement aux chargés de mission sur les sujets de l'agriculture et de l'alimentation. Parmi eux, on trouve les porteurs de projets, des projets alimentaires de territoire qui sont soutenus à la fois par l'État, la région, l'ADEME, l'Agence régionale de santé, pour coordonner et accompagner le déploiement d'actions en faveur d'une alimentation saine, locale et durable. En 2022, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a annoncé la création d'un fonds pour l'alimentation durable à travers le programme Mieux manger pour tous. Ce fonds a pour but de renforcer l'accès à une alimentation saine et de qualité pour tous, en favorisant par exemple la coopération territoriale, le soutien au PAT, l'innovation des réponses à la précarité alimentaire. Et en cohérence avec son action de centre de ressources, PQNA est financé pour accompagner les acteurs du réseau à avancer ensemble vers ces objectifs. C'est dans ce cadre que nous avons construit un cycle de qualification sur la lutte contre la précarité alimentaire qui est constitué de 3 webinaires et d'une rencontre en présentiel qui viendra plus tard dans l'année et de ressources en ligne avec toujours pour même objectif vous outiller, vous inspirer et surtout motiver la création de liens entre acteurs du réseau. On est donc ravis aujourd'hui de vous retrouver pour poursuivre les réflexions qui ont été entamées lors du premier rendez-vous et d'aller plus loin aujourd'hui sur des aspects très concrets. Comment poser un diagnostic et construire une gouvernance territoriale adaptée. Lors du webinaire précédent, si vous ne l'avez pas encore vu, nous avions posé les bases. La persistance des inégalités sociales en matière d'accessibilité alimentaire et de qualité nutritionnelle demeure un enjeu majeur. Comme le souligne l'actuel projet de stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, l'alimentation est encore marquée par un gradient social. Puisqu'aujourd'hui, nous savons que les personnes ayant les ressources les plus élevées tendent à avoir une alimentation la plus proche des recommandations nutritionnelles. Et aujourd'hui, ce sont près de 8 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire en France, dont 2 millions qui dépendent directement de l'aide alimentaire pour se nourrir. En Nouvelle-Aquitaine, cela représente environ 300 000 personnes, soit 5% de la population, qui ont recours à ce dispositif. Et cette précarité, nous le savons, continue de s'aggraver. En 2023, nous avons constaté une forte hausse des prix de l'alimentaire et ce sont 1 Français sur 6 qui déclaraient ne pas manger à leur faim. Alors la précarité alimentaire, c'est une notion qui a été définie par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et qui englobe l'incapacité à accéder à une alimentation qui soit suffisante, diversifiée, mais aussi de qualité. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas seulement un enjeu de quantité, mais ça touche aussi au lien social, à la dignité, à l'accès aux droits et à la façon dont nous produisons et dont nous nous approvisionnons en alimentation.
Lors du premier webinaire, nous avions invité une chercheuse à Bordeaux Sciences Agro, Margot Alarcon, qui a rappelé l'importance de prendre en compte des dimensions sociales et culturelles pour comprendre le phénomène qui est la précarité alimentaire. Et donc ce n'est pas seulement une question de quantité, comme nous l'avons dit, mais il faut aussi intégrer des dimensions sociales et culturelles, comme par exemple le manque de temps, de savoir-faire en cuisine, le lieu de vie ou encore l'isolement social. Cette précarité n'a pas un seul visage. Elle varie selon les territoires, comme nous le verrons, qu'ils soient urbains ou ruraux, selon les situations économiques, les parcours de vie. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle touche tous les publics. Étudiants, familles monoparentales, retraités. C'est ce qui rend le phénomène difficile à mesurer. Nous reviendrons dessus par la suite. C'est donc un sujet transversal qui touche bien sûr à l'alimentation, mais aussi au transport et aux questions de mobilité, puisqu'on peut se demander comment accéder à une offre diversifiée, alors même que parfois on vit dans un quartier enclavé. Ça touche aussi à la santé, puisqu'on connaît aujourd'hui le poids de l'alimentation sur les maladies chroniques. Pour y répondre, il faut donc une action qui soit transversale, décloisonnée et coordonnée, comme nous le verrons par la suite. Nos intervenants lors du premier webinaire ont mis en avant plusieurs priorités pour les années à venir, comme par exemple favoriser les circuits courts, encourager l'éducation alimentaire, renforcer la reconnaissance d'un droit à l'alimentation. Beaucoup de possibilités, mais comment s'organiser face à toutes ces possibilités et comment structurer une démarche sur son territoire? C'est ici que ce webinaire prend tout son sens, puisqu'il vise à vous apporter des repères méthodologiques pour vous aider à structurer votre action. Alors, comment, à l'échelle locale, peut-on poser un diagnostic et comment structurer une gouvernance efficace, partagée et qui rassemble les acteurs autour d'une vision commune? Parce que lutter contre la précarité alimentaire, ce n'est pas seulement distribuer davantage de colis, c'est surtout penser à un accès digne, durable et choisi à l'alimentation. Pour répondre à ces questions, je ne serai pas seule et j'invite nos intervenantes à nous rejoindre sur le plateau. On va commencer et j'accueille tout d'abord Julie Hersault, qui est directrice déléguée et responsable de projet à l'Agence nouvelle des solidarités actives. Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et en charge notamment de la politique de la ville. Et enfin, Alena Homo, chargée de mission alimentation et solidarité au comité de bassin pour l'emploi du Seignan. Bonjour et merci à toutes les trois d'être avec nous pour parler de ce vaste sujet qu'est la lutte contre la précarité alimentaire. Maintenant que nous avons reposé le cadre et l'urgence d'agir, nous allons entrer dans le cœur du sujet. On va commencer par une première séquence qui vise à comprendre et qualifier la précarité alimentaire sur son territoire. Parce qu'avant de construire une réponse, c'est mieux de savoir ce à quoi on répond. Et cela n'est pas si simple, puisque je l'ai rappelé brièvement dans l'introduction, la précarité alimentaire n'est pas un phénomène homogène. Elle peut toucher tout le monde selon les facteurs de vulnérabilité qui se cumulent, économiques, sociaux, liés au milieu de vie, qu'il soit urbain ou rural. C'est pourquoi elle est difficile à mesurer. Et nous verrons qu'il n'y a pas un seul indicateur, mais plusieurs pour réussir à couvrir la diversité des situations. Nous verrons aussi que l'on manque de données pour pouvoir cartographier l'offre commerciale alimentaire, par exemple. Alors même que l'on manque de données pour comprendre et rendre compte de ce phénomène, je me tourne vers vous, Julie Hersault, dans le cadre de vos travaux à l'ANSA, d'accompagnement des territoires pour leur diagnostic et pour monter une coordination pour lutter contre la précarité alimentaire. Pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont on peut qualifier la précarité alimentaire aujourd'hui et quels sont les indicateurs à mobiliser et leurs limites pour mener son diagnostic? Merci, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup du coup pour l'invitation, Émilie. Donc peut-être dans un premier temps, donc vous avez bien rappelé du coup le facteur multidimensionnel en fait de la précarité alimentaire.
Et c'est en fait précisément parce que c'est un phénomène multidimensionnel, complexe, qu'il est en fait difficile d'avoir une seule et même définition et une seule mesure de la précarité alimentaire. À l'échelle nationale, du coup, on a effectivement des études, des ressources, mais qui sont en fait très souvent assez éparses et en plus assez anciennes en fait pour certaines. Donc peu de données récentes. Du coup, je vais quand même en citer quelques-unes. On a l'étude INCA, donc l'étude individuelle nationale des consommations alimentaires de l'ANSES qui date de 2017 et qui s'appuie sur des données de 2014, qui fait état, donc qui estime à environ 11% du coup les personnes en France en situation d'insécurité alimentaire. Donc on parle là effectivement d'une notion qui s'intéresse plus à des enjeux nutritionnels et de quantité. Il y a des études du coup plus récentes qui font des constats en fait plus alarmants quand même. La dernière étude du CREDOC, donc des consommations et modes de vie de 2023, fait état de 16% de Français qui déclarent ne pas avoir assez à manger, du coup en 2022. Et si on prend encore des chiffres plus alarmants, l'Observatoire des vulnérabilités de la Fondation Nestlé de 2024 fait état de 32% des Français qui seraient en situation d'insécurité alimentaire. Autre indicateur national du coup aussi intéressant, c'est l'étude sur l'alimentation et l'état nutritionnel des personnes qui vont à l'aide alimentaire, et ABENA, qui fait état de 2/3 des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui seraient en surpoids ou en obésité, et plus de la moitié de ces personnes, elles se perçoivent comme en mauvaise santé. Voilà. Après, donc, du coup, pour venir à l'échelle territoriale, on a effectivement différentes méthodologies qui sont aujourd'hui testées, robustes, voilà, sur la manière de diagnostiquer la précarité alimentaire à l'échelle d'un territoire. Et donc, je vais revenir sur ce que nous, on fait du coup à l'ANSA, en partant notamment du cas en Nouvelle-Aquitaine de l'île d'Oléron. Donc, c'est un travail de diagnostic qui est en cours de finalisation. Mais quand même au préalable, pour dire la manière dont nous, on a construit notre approche et notre manière de diagnostiquer la précarité alimentaire à l'échelle de territoire, que ce soit des échelles départementales, intercommunales ou communales. Ça s'appuie sur un travail en fait, qu'on a mené avec le CREDOC, du coup, entre juin 2021 et mars 2023, sur un diagnostic de la précarité alimentaire à l'échelle de l'Île-de-France, donc dans le cadre du plan de France Relance. Et donc, dans ce cadre-là, on a construit, à l'époque, il n'existait pas en fait, vraiment d'outils, d'indicateurs voilà, encore robustes de mesure de la précarité alimentaire. Et donc, on a construit un travail qui compile en fait, des indicateurs concernant l'offre alimentaire, l'offre alimentaire, l'offre d'aide alimentaire en particulier, la part de publics à risque de précarité alimentaire, la part des publics en situation de grande précarité et l'offre de santé publique. Voilà, et donc c'est comme ça que progressivement on a construit du coup notre manière d'analyser la situation sur certains territoires. Donc aujourd'hui, nous, comment on s'y prend? On fait d'abord un premier travail, si on prend le cas de l'île d'Oléron, un premier travail sur une combinaison du coup d'indicateurs qui donne un scoring et qui permet en fait, à travers des indicateurs qui concernent donc les revenus, la composition des foyers, la mobilité, d'identifier quels sont les territoires les plus à risque sur un même territoire. Donc, quelles sont les communes les plus à risque au sein d'un même territoire. Ces données-là, en fait, elles ont d'intérêt simplement déjà de permettre de donner à voir, donc de cartographier, et du coup de faire dialoguer des acteurs qui ne se rencontrent pas toujours autour d'une analyse partagée. Donc, dans le cas d'Oléron, c'est aller rencontrer les CCAS, les assistantes sociales, les acteurs de l'aide alimentaire et des solidarités alimentaires sur le territoire, le secours populaire, le secours catholique, les restos du cœur, la banque alimentaire, et également, par exemple, les agriculteurs qui vont faire de la vente directe, les maraîchers, etc., qui peuvent être concernés par des invendus, des surplus, voilà, et qui peuvent mettre éventuellement à disposition des ateliers de transformation. Enfin, voilà, c'est de faire se rassembler tous ces acteurs et du coup de les faire dialoguer et se rencontrer pour imaginer quelles actions on peut mener sur un territoire pour mieux lutter contre la précarité alimentaire. Un deuxième, peut-être du coup, mentionner quand même un autre outil qui existe et qui est vraiment intéressant pour des territoires qui veulent se lancer, c'est OPSO-ALIM. Donc, OPSO-ALIM, c'est l'Observatoire des solidarités alimentaires de l'Hérault. Donc, c'est une initiative qui a été portée au départ en 2021 par la Fédération des acteurs des solidarités et la chaire UNESCO Alimentation du Monde,
à l'échelle du département de l'Hérault, donc qui va être aussi une combinaison de plusieurs indicateurs, donc peu ou prou ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, et qui peut permettre du coup aujourd'hui, qui a été étendu, qui permet à n'importe quelle collectivité, par exemple, d'avoir une première vision de la situation sur son territoire en se rendant sur ce site-là. Voilà, et qui combine du coup aussi un ensemble d'indicateurs. Et puis peut-être une autre démarche aussi que nous on met en place et sur laquelle je reviendrai plutôt tout à l'heure, mais qui est la formation action Alim Active, donc on a monté à l'ANSA suite en fait aux nombreuses demandes qu'on avait en 2021 notamment pour mener des diagnostics de la précarité alimentaire. On a plutôt décidé de monter une formation action qui permet du coup à des territoires qui veulent se lancer sur une coordination alimentaire de se former aux enjeux de précarité alimentaire, de mener par eux-mêmes en fait un diagnostic. Et donc c'est une formation qui dure sur 8-9 mois, sur 5 journées de formation et qui permet à des territoires de se former. Et un des prérequis, qui pour nous a beaucoup de sens, c'est qu'on demande que ce ne soit pas un seul acteur du territoire qui vienne se former, mais qu'on soit bien à 2 dès le départ. Ce qui déjà pose de fait la question de la coordination et qui précise que on ne peut pas porter tout seul ces enjeux-là généralement sur un territoire. Merci Julie pour cet éclairage. Et avant d'illustrer concrètement le diagnostic sur le terrain, on souhaiterait apporter une autre vision qui est celle des quartiers politiques de la ville. Ces quartiers qui sont connus pour être des poches de pauvreté, la population qui y réside donc est plus à risque, nous le savons, d'être touchée par la précarité alimentaire. Je me tourne donc vers vous, Laurence Liégeois. Pourriez-vous nous préciser le lien entre précarité alimentaire et contrat de ville et peut-être pour nos auditeurs rappeler ce qu'est un contrat de ville ? Oui, bonjour à tout le monde. La politique de la ville, d'abord, il faut dire que c'est une politique de réduction des inégalités. Donc, ça n'est pas n'importe quelle politique publique. Elle vise à observer ces territoires particuliers, donc ces quartiers, qui sont les plus vulnérables des villes, et de tenter de réduire les inégalités entre ces quartiers et le reste des ensembles urbains dans lesquels ces quartiers s'inscrivent. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est de dire que cette politique publique, elle est transversale par essence, puisque ces inégalités viennent se loger dans tous les domaines de la vie des habitants et des habitantes. Et donc, elle est transversale, elle touche à tous les domaines, et elle est donc éminemment partenariale, puisque pour agir sur le sujet de la précarité alimentaire, mais sur tous les autres sujets, il faut rassembler un grand nombre d'acteurs. Elle vise d'abord, la politique de la ville, à surmobiliser le droit commun, donc l'ensemble des politiques publiques qui s'appliquent sur tous les territoires, le droit commun. Elle vise d'abord à aller chercher ce droit commun pour qu'il se déploie de manière renforcée dans les quartiers politiques de la ville. Et puis, il y a aussi des crédits spécifiques d'intervention. Alors, comment est-ce qu'elle se déploie, cette politique publique ? En effet, par le biais de ces contrats de ville. Donc, c'est une politique contractuelle entre l'État et les territoires. Et ça prend la forme de ces contrats de ville. Alors, on reviendra tout à l'heure peut-être sur le qui fait quoi dans la gouvernance de la politique de la ville, mais d'ores et déjà, il faut dire que c'est un copilotage localement entre l'État et les EPCI, ces contrats de ville, mais qu'autour de ce copilotage, il y a une multitude de partenaires qui sont tous signataires des contrats de ville et qui s'engagent, ces partenaires, à la réalisation de certains objectifs qui sont contenus dans les contrats, puisque les contrats sont en réalité des feuilles de route, des stratégies et des plans d'action, des feuilles de route pour les quartiers. Alors, on a des nouveaux contrats de ville qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2024. Et qui vont courir jusqu'en 2030. Et donc, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'observer comment les différentes problématiques des quartiers sont appréhendées par les acteurs à travers ces contrats de ville et comment on peut essayer de voir les priorités des territoires et puis comment ils se saisissent des enjeux des habitants. Alors, pour arriver sur la précarité alimentaire dans les QPV,
on le sait, hein, cette précarité alimentaire, sa première cause, c'est la pauvreté monétaire. Donc j'insisterai une minute là-dessus, sur la pauvreté dans les QPV, puisqu'on est sur des territoires qui sont particulièrement touchés par la pauvreté, et c'est une pauvreté qui est structurelle, hein, endémique, hein, et qui se maintient au fil des décennies. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a 83 quartiers politiques de la ville. Ça représente à peu près 225 000 habitants. Et on a un taux de pauvreté qui varie selon les quartiers entre 32% et 65% des habitants. Donc ça veut dire qu'en moyenne, à l'échelle régionale, on a 46% des habitants dans les quartiers politiques de la ville qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour donner une idée de ce que ça représente, dans la population générale en Nouvelle-Aquitaine, le taux de pauvreté il s'établit à moins de 14%. Hein. Donc on voit bien l'importance de cette problématique de la pauvreté. Et donc les habitants des quartiers sont particulièrement exposés à la précarité alimentaire. Alors, cette problématique, elle n'est pas nouvelle, elle est connue depuis longtemps maintenant. Vous citiez tout à l'heure des études en soulignant le fait que les études sont anciennes. Eh bien, les études qui s'intéressent aussi aux quartiers politiques de la ville sont encore plus anciennes que celles que vous avez citées, hélas. Et je me référais à une étude de 2010 de l'INSERM qui allait observer l'insécurité alimentaire, en effet, alors à l'échelle d'un territoire qui était celui à l'époque de la région parisienne, hein, mais c'est encore une des seules études en fait dans lesquelles on peut toucher du doigt un peu plus précisément la réalité de l'insécurité alimentaire dans les QPV. Et donc dans cette étude, l'INSERM observait que dans les QPV, il y avait environ 14% des ménages qui étaient en situation d'insécurité alimentaire, contre 5% dans les autres quartiers de cette même région qui était observée dans l'étude. C'était il y a 15 ans. Depuis, il y a eu la crise du Covid qui a aggravé considérablement les choses dans les quartiers. On le sait, non pas par les chiffres, mais par les remontées des acteurs de terrain en fait, hein, qui travaillent au contact des habitants. Alors, la difficulté sur le diagnostic dans la politique de la ville, c'est l'échelle infracommunale. Vous citiez tout à l'heure différentes études qui travaillent à différentes échelles. La maille communale, c'est un peu la maille plancher, en dessous de laquelle on a du mal à descendre. Et c'est vrai que pour la politique de la ville, c'est compliqué parce qu'il y a encore moins de données infracommunales que pour d'autres politiques publiques sur lesquelles on a quand même des petites choses. Alors, comment est-ce que ce sujet de la précarité alimentaire est traité dans les contrats de ville ? C'était le sens de la question. Et donc, à PQNA, on a mené une analyse des 26 contrats de ville de la région. Je le disais, c'était une opportunité pour nous, la réécriture de ces contrats, parce qu'on a pu aller regarder un peu finement quels étaient les enjeux qui étaient pointés comme prioritaires dans les quartiers, dans les 83 quartiers de la région, et comment les acteurs se saisissaient de ces problématiques et quelles étaient les actions vers lesquelles ils se projetaient. Alors, ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que la précarité alimentaire, c'est un sujet qui est très peu apparu, qui apparaît très peu dans les contrats de ville. Le terme est quasiment absent. Il y a quelques territoires qui font exception et qui parlent de précarité alimentaire en tant que telle dans les contrats, mais c'est vraiment très marginal. Globalement, la notion est quasi absente. En revanche, l'alimentation, elle, est tout à fait traitée. C'est un sujet important dans les territoires, on le voit bien dans les contrats. C'est rarement traité sous l'angle de la précarité, mais la question de l'alimentation est présente. Alors, comment elle est travaillée, cette question de l'alimentation ? C'est ça qui était intéressant d'observer. Il y a 3 entrées, en fait, globalement, pour les acteurs de la politique de la ville. Il y a une première entrée qui est celle des transitions.
Donc on retrouve beaucoup d'éléments dans les contrats de ville relatifs à l'alimentation durable, les circuits courts, le lien avec la biodiversité dans les quartiers, éventuellement même l'éducation à l'environnement à travers les supports intéressants que sont les jardins partagés dans les QPV. Donc ça, voilà, une entrée transition assez nette. Il y a une deuxième entrée qui est un axe santé, qui est aussi qui ressort assez nettement dans les contrats, dans pas mal de contrats. Donc là, on parle de qualité de l'alimentation, on parle de lutte contre l'obésité, etc. Et puis enfin, il y a un troisième axe qui est celui de l'insertion et du développement économique, parce que l'alimentation, c'est aussi voilà, un domaine d'activité qui permet de travailler, de l'insertion, etc. Donc c'est les trois entrées. On retrouve aussi une approche par public avec un focus assez important sur les enfants. Quand on parle d'alimentation dans les contrats de ville, assez souvent on met la focale sur les enfants, notamment les enfants scolarisés. Et donc on vient travailler beaucoup autour des questions de cantine scolaire, etc. Alors, ce qui est frappant sur la question du diagnostic, c'est que quasiment aucun territoire, je peux même dire aucun territoire, ne dresse un véritable diagnostic sur les questions d'alimentation. Je ne parle même pas de précarité alimentaire, mais d'alimentation au sens large. Il n'y a pas vraiment de diagnostic dans les contrats de ville sur cette dimension-là. L'alimentation est très présente dans les contrats, mais vraiment au niveau des actions. C'est-à-dire que les territoires se projettent vers des actions, mais sans avoir dressé d'état des lieux en fait, préalable. Il y a quelques petites exceptions où il y a des éléments d'état des lieux, mais qui sont des éléments qualitatifs issus la plupart du temps de remontées issus des concertations citoyennes en fait. Donc la parole des habitants, ce que les habitants ont fait remonter et ce qu'ils disent sur les questions d'alimentation. Ça, on le retrouve dans quelques territoires, mais globalement, sinon, aucun élément de diagnostic. Et je voudrais insister pour terminer sur l'importance de disposer d'éléments de diagnostic sur ce sujet de la précarité alimentaire dans les QPV, parce que ces territoires sont des territoires singuliers, sur lesquels la précarité alimentaire peut prendre des formes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc, je pense là, par exemple, à la question du non-recours à la cantine scolaire, par exemple, qui est un sujet tout à fait spécifique au QPV. Je pense aussi au type d'offres alimentaires sur les QPV, où il y a vraiment des spécificités. Il y a une surreprésentation de certains types de commerces, comme par exemple les fast-foods, les boucheries charcuteries, et un déficit à l'inverse de certains autres types de commerces, comme des commerces de fruits et légumes, par exemple. Les grandes et moyennes surfaces sont absentes des QPV, ce qui est aussi une particularité et ce qui implique d'avoir accès à la mobilité pour pouvoir aller accéder à une offre alimentaire. Or, dans les QPV, il y a des gros freins à la mobilité, on le sait. Donc voilà, il y a des spécificités dans ces territoires qu'il faut pouvoir observer pour construire des stratégies pertinentes et des actions qui vont répondre aux besoins des populations, en fait. Je vous remercie, Laurence, d'avoir apporté votre regard politique de la ville. On l'aura compris, le diagnostic est très important pour pouvoir objectiver une situation. Et on va maintenant aller regarder comment ça se passe sur le terrain. Alena Homo, vous êtes chargée de mission alimentation et solidarité et référente du projet MIAM, mission d'ingénierie et d'animation pour le mieux manger, au sein du comité du bassin de l'emploi du Seignan dans les Landes. Pourriez-vous revenir sur la façon dont vous avez pris conscience de la précarité alimentaire sur votre territoire, et ensuite comment est-ce que se sont lancés les diagnostics que vous menez, puisqu'il n'y en a pas un mais plusieurs? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, il y a eu 2 phases de diagnostic.
Un premier en amont du projet qui est un diagnostic territorial dans le cadre du PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi, qui a été réalisé et initié par ma collègue Roberta Incandela, qui doit être dans le chat d'ailleurs, donc elle pourra compléter les infos que je vais vous transmettre. L'idée de ce diagnostic était de venir rassembler l'ensemble des acteurs plutôt sur le volet insertion. C'est un peu la spécificité sur le projet et sur l'amont, c'est que c'est cette porte d'entrée et de la question de l'emploi, et après je vais venir pour aborder le sujet de la précarité alimentaire. Donc en effet, il y a eu un diagnostic qui a été réalisé, qui a rassemblé l'ensemble des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Je synthétise, mais il y a eu énormément d'échanges, bien évidemment, sur les leviers et les freins à l'insertion et à l'emploi. Et dans l'idée, c'est qu'en fait, ils ont identifié des problématiques à l'échelle du territoire, donc Sud-Land, on est sur le territoire du Seignan, je ne sais pas si je l'ai rappelé. Et donc, en fait, la question de la précarité alimentaire s'est posée à la suite de ces discussions. Ce qui a donné naissance à un GPL, donc un groupe de projet local. Donc là, l'idée, c'était de rassembler à la fois les acteurs de l'insertion et de l'emploi, mais aussi les structures d'aide alimentaire, parce que finalement, pour venir aborder ce sujet-là, c'était pertinent, bien évidemment, de venir solliciter les structures d'aide alimentaire. Et donc, ce groupe de projet local a été co-animé donc, par ma collègue Roberta Incandela, qui est responsable du PLI, et également avec le co-directeur d'Habitat Jeunes Sud-Aquitaine, donc Daniel Vicente. L'idée était... donc bien évidemment de faire un peu un état des lieux justement sur le territoire, d'identifier les besoins et les habitudes des personnes sur les questions d'accès à l'alimentation et donc en fait aussi avec les acteurs de pouvoir au travers de la cartographie de pouvoir avoir une visibilité sur le territoire de ce qui était mis en place, des différentes aides et aussi des différents dispositifs qui étaient mis en place pour venir répondre à cette problématique. Donc voilà, donc il y a eu 5 réunions autour de ce sujet et comment, donc voilà, c'est ce que je disais, il y a eu des réflexions autour de l'offre et de la demande sur le territoire, etc. Il y a eu également des questionnaires de mis en place à destination des personnes accompagnées par l'ensemble des structures qui sont présentes dans ce groupe pour pouvoir répondre un petit peu aux besoins, aux envies, voilà, pour avoir vraiment quelque chose d'assez complet finalement. Et donc, en fait, est venu l'appel à projet Mieux manger pour tous. Donc, finalement, tout s'est bien ficelé. Et d'où la pertinence de répondre à cet appel à projet qui a donné naissance donc, à Miam. Et donc, là, dans le cadre du projet Miam, on a également, ça rentrait dans les missions du projet, de mettre en place et de réaliser un diagnostic sur l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire sur le Seignan. Donc là, c'est beaucoup plus spécifique parce que nous avons mobilisé les structures d'aide alimentaire, donc Restos du Cœur, Secours Populaire, dispositif Le Panier du Seignan, la Banque Alimentaire, Habitat Jeunes également parce qu'ils ont une épicerie solidaire au sein de leur résidence. Enfin voilà, on est venu les solliciter pour mieux comprendre le fonctionnement de ces structures, comment elles s'approvisionnent, quelle denrée finalement est collectée par ces structures et aussi un peu leur perspective de développement, notamment sur leurs questions de redistribution des denrées, etc. Donc en fait, ça a été un gros travail de diagnostic qui s'est fait sur plusieurs mois, approximativement 6 à 7 mois. On vient tout juste de présenter les résultats au sein de notre comité de pilotage, mais l'idée sur ce diagnostic, donc voilà, c'était de venir identifier les besoins des structures d'aide alimentaire. C'était quelque chose d'assez conséquent parce que finalement, il a été demandé aux structures de pouvoir venir recenser plutôt à l'échelle quantitative l'ensemble des denrées qui sont collectées par semaine, etc. Donc il a fallu aller feuilleter dans les archives. Enfin voilà, c'était assez conséquent. C'est un travail qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience. Voilà, on a su identifier quand même les besoins. Au travers de ce diagnostic-là, donc les structures ont donc, on a identifié des besoins qui sont notamment sur les denrées. On a identifié 4 denrées
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'il y aura des questions, on pourra y répondre. Mais l'idée était de flécher des denrées pour pouvoir venir améliorer finalement la ramasse des denrées alimentaires des structures. Et donc voilà. Et pour ça, je ne sais plus où j'en étais dans le fil. Oui, voilà. On a donc réaliser une enveloppe budgétaire pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et donc, ça va être un petit peu la suite, finalement, la suite de ce diagnostic, où la chargée de mission PAT, Céline Collet, c'est avec elle que va s'initier ce travail-là, parce que le travail avec la personne chargée de mission PAT va venir apporter une expertise supplémentaire et complémentaire au diagnostic, dans le sens où elle est en lien avec les producteurs locaux. Elle va pouvoir aussi amorcer les questions de création de filières entre les producteurs locaux, la banque alimentaire, les structures d'aide alimentaire, enfin pouvoir mettre en place un circuit qui va pouvoir venir renforcer un petit peu l'aide alimentaire sur le territoire. Après, voilà, dans cette idée, on essaye de travailler sur l'accès à l'alimentation. On n'est pas là pour renforcer, entre guillemets, l'aide. On est là vraiment pour travailler sur les questions d'accès à l'alimentation et de venir travailler sur l'aspect accès aux qualités des denrées, et faciliter un petit peu ce circuit-là pour les personnes. Merci Aléna pour ces retours, merci à toutes les trois. Pour résumer un petit peu cette première séquence, on peut retenir quelques éléments. Tout d'abord, on a vu que le diagnostic était un levier de mobilisation. Ce n'est pas juste un outil technique, c'est un véritable outil qui permet de poser un constat partagé et de parfois faire émerger les angles morts, comme c'est le cas avec l'expérience du CBE, et qui gagnerait à être affiné, notamment pour prendre en compte les spécificités des territoires dans le cas des quartiers politiques de la ville. Les données, ensuite, ne suffisent pas. Il faut aussi croiser avec des retours de terrain et des alertes informelles, comme ça a été le cas avec l'expérience du Seignan. Et puis enfin, faire un diagnostic, c'est déjà enclencher une dynamique de travail collectif. Et c'est précisément ce qui nous amène à notre second axe. Comment transformer cette dynamique en une gouvernance structurée et qui invite tous les acteurs autour de la table? En effet, pour que ces constats débouchent sur une véritable stratégie, encore faut-il une organisation collective, une coordination et un portage. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment structurer une gouvernance locale qui ne soit pas juste institutionnelle mais réellement partagée? Et comment ne pas laisser ce sujet à un seul service ou une seule personne, mais en faire un véritable enjeu commun de territoire. Comme nous l'avons vu, la question de l'alimentation, elle est encore peu traitée au sein des contrats de ville. Et pour mener une stratégie de lutte contre la précarité alimentaire globale, on a vu en parlant du diagnostic qu'il était donc essentiel de prendre en compte les spécificités du territoire pour mieux le caractériser. Et Laurence Liégeois, selon vous, lorsqu'on construit une stratégie de lutte contre la précarité alimentaire, quels acteurs du contrat de ville on pourrait associer? Alors, je disais tout à l'heure que la politique de la ville, que les contrats de ville, plus précisément, sont copilotés par l'État et les EPCI. J'irai un petit peu plus dans le détail là-dessus. La politique de la ville, pour essayer de décrire sa gouvernance, qui n'est pas simple, il y aurait 4 termes à citer. Elle est territorialisée, cette politique publique, elle est transversale, partenariale et participative. Participative parce que il est inscrit dans la loi de 2014, loi Lamy, que la participation des habitants doit être effective dans la conception et le pilotage de la politique de la ville. Donc ça, c'est une des choses qui distingue cette politique publique par rapport à d'autres politiques publiques. La participation citoyenne est obligatoire. Elle est partenariale parce qu'elle doit impliquer à la fois les acteurs publics et les acteurs privés.
privé, le monde de l'entreprise, le monde des associations, tous les acteurs privés. Donc ça, c'est une autre dimension. Elle est transversale, je le disais tout à l'heure, parce qu'elle implique de mobiliser pour travailler à l'échelle quartier l'ensemble des politiques sectorielles de l'action sociale, de l'éducation, de l'emploi, de la santé, etc. Ce qui vient bousculer quand même un certain nombre de fonctionnements, et il faut le rappeler. Et puis enfin, elle est territorialisée, puisque toutes les échelles de l'action publique doivent être mobilisées, car au-delà du copilotage État-EPCI que je mentionnais, évidemment, chaque échelle d'action dispose de compétences et a vocation à œuvrer au bénéfice des quartiers. Donc, avec ces 4 termes-là, on peut percevoir, je pense, toute la complexité en fait, de la politique de la ville dans sa mise en œuvre, surtout quand on sait que l'ingénierie dédiée est assez inégale selon les territoires et qu'elle est généralement jugée insuffisante dans beaucoup de territoires politiques de la ville. Or, pour faire de la coordination, pour animer des partenariats à une échelle quelle qu'elle soit, on sait bien que le rôle de l'ingénierie est central. Donc, chaque territoire politique de la ville a sa propre gouvernance, bien sûr, mais d'un territoire à l'autre, il y a quand même des constantes, elles se ressemblent un petit peu quand même. Donc, on retrouve, je vais essayer de dresser un portrait robot un peu schématique. On retrouve généralement un comité de pilotage du contrat de ville, qui est plutôt une instance institutionnelle, qui réunit 1 ou 2 fois par an l'ensemble des partenaires du contrat de ville, donc les copilotes, les signataires et les instances participatives. On a à côté de ce comité de pilotage des comités techniques qui se réunissent, eux, plus fréquemment pour vraiment assurer le pilotage, le déploiement des actions. Donc, c'est une instance opérationnelle. Et puis, après, il y a des spécificités locales. Il peut y avoir des commissions thématiques qui sont créées pour travailler certains sujets. Ça peut être justement le lieu d'un travail sur la question de l'alimentation dans les quartiers. Et puis, il y a des instances de participation citoyenne. Il y a le Conseil citoyen, qui est l'instance obligatoire, celle qui est inscrite dans la loi. Mais parfois, il peut y avoir d'autres instances aussi dans lesquelles des stratégies et des actions peuvent être travaillées, des instances plus informelles. Il peut y avoir des tables de quartier, des collectifs d'habitants. Voilà. Alors, quels sont les acteurs ou les types d'acteurs qui auraient vocation à être associés à une stratégie de lutte contre la précarité alimentaire dans les QPV ? Là, c'est le moment de dire, évidemment, qu'il est indispensable de travailler ce lien entre le contrat de ville et le PAT. Alors, ce PAT, il est quand même très présent dans les contrats de ville. Il est généralement cité. Il est identifié comme un outil d'action, un partenaire à l'échelle du territoire avec lequel on va travailler, engager des actions, etc. Donc, à la lecture des contrats, on pourrait penser que ces liens entre les acteurs de la politique de la ville et les acteurs du PAT sont opérants. Quand on va sur le terrain, qu'on interroge les acteurs, qu'on creuse un peu le sujet, on se rend compte quand même que ces liens sont rarement opérationnels en réalité. Ils sont assez distendus. Il y a encore beaucoup de méconnaissances respectives entre les acteurs du PAT et les acteurs du contrat de ville. Côté politique de la ville, on a le sentiment que les acteurs ne savent pas véritablement comment travailler plus en lien avec le PAT. Il y a un réel besoin de créer de l'interconnaissance et de créer une culture commune, en fait. Parce que c'est vrai que la politique de la ville a un peu son langage. Je ne parlerai pas pour le PAD parce que ce n'est pas mon domaine, mais peut-être que c'est le cas aussi. Il y a des cultures professionnelles qui sont assez marquées. Dans la politique de la ville, il y a une culture professionnelle assez marquée. Donc, voilà, dans la réalité, il y a vraiment un axe là à travailler dans les années à venir
de tisser mieux ce lien entre le contrat de ville et le PAT. Je voulais citer quelques acteurs importants à associer, il me semble. Il y a tout un écosystème d'acteurs, vous en avez parlé toutes les deux, qui travaillent sur les sujets de précarité alimentaire et plus largement d'alimentation, qu'il faut associer. Mais il y a quand même des associations qui se sont spécialisées au fil du temps, qui ont développé une expertise sur ce qui se passe dans les quartiers politiques de la ville. Et donc ces assos sont des ressources importantes. Bon, la plus connue, c'est VRAC, qui a vraiment une expertise pointue. Il y en a d'autres, localement sans doute. Donc celles-là, il faut savoir aller les chercher. Je voulais citer les bailleurs, parce que les bailleurs sociaux sont des acteurs importants, parce que ce sont des acteurs de proximité avec les habitants. Ils sont dans un contact quotidien avec les habitants, dans les immeubles, dans les pieds d'immeubles, dans les espaces publics qui jouxtent les immeubles d'habitat social qu'ils gèrent. Et donc, ce sont des acteurs qui ont cette capacité à repérer les situations de précarité alimentaire très facilement et très tôt. Ils connaissent les habitants, en fait, vraiment, ils ont une expertise, quoi. Et donc, ces acteurs-là, ces bailleurs, il faut les associer. Aussi parce qu'ils ont des moyens d'action qui sont importants. La première chose, c'est qu'ils ont du foncier sur les quartiers qui peuvent permettre de développer des jardins partagés, des activités de production qui sont aussi des supports de lien social, etc. Ils ont, au-delà du foncier, ils ont aussi une enveloppe financière, notamment celle de la TFPB, l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est une enveloppe financière très importante qu'ils utilisent pour financer de l'action au bénéfice des habitants pour répondre à leurs besoins. Et donc ça, c'est des leviers qu'il faut travailler, en fait, qui existent et qu'il faut aller saisir. Après, très rapidement, il y a aussi les médiateurs sociaux qui sont des acteurs de proximité, qui font de l'aller vers et qu'il faut savoir aussi mobiliser parce qu'ils connaissent bien les problématiques des habitants. Et puis, enfin, mais j'aurais pu le dire en premier, les habitants eux-mêmes. Je disais que la politique de la ville a dans son ADN est une politique où les démarches participatives sont importantes. Eh bien, il faut s'appuyer sur les conseils citoyens et sur les habitants d'une manière générale pour travailler ces sujets. Donc évidemment, on voit là toute la complexité de créer cette coordination vertueuse d'acteurs. Et je voulais citer, pour terminer rapidement, une initiative fort intéressante qui a été développée sur le territoire du Grand Angoulême, à l'occasion, dans le cadre d'une démarche financée par l'ANCT, qui s'appelle la fabrique prospective. Il y a eu une fabrique prospective sur le sujet de l'alimentation et dans les QPV. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a un territoire qui est donc le Grand Angoulême qui a travaillé là-dessus. Et ils ont, dans le cadre de ce travail, fait un travail de prospective, en fait, pour imaginer comment ils pourraient développer une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle d'un des QPV du Grand Angoulême. Et dans le cadre de ce travail, ils ont exploré le sujet de la gouvernance et de la coordination des acteurs. Et donc, dans le plan d'action qu'ils ont développé, et je vous invite vraiment à consulter la ressource qui, je crois, va vous être partagée dans le chat pour aller plus loin là-dessus. Ils ont imaginé, conçu un schéma de gouvernance particulier pour travailler avec tout cet écosystème des acteurs de la politique de la ville et de l'alimentation, pour travailler sur ce sujet de l'insécurité, de la précarité alimentaire. Donc je vous invite à consulter cette ressource qui est tout à fait éclairante en la matière. Merci Laurence. En effet, on voit bien avec votre témoignage qu'il y aurait de nombreux liens à travailler et à créer entre les acteurs. Avec vos travaux que vous menez avec les territoires, pour les accompagner justement à développer une stratégie de coordination,
Quels modèles, Julie Hersault, de gouvernance ont montré leur efficacité et quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, un préalable, c'est que ça dépend un petit peu de quel territoire on parle, de quelle échelle. Évidemment, ça va un peu de soi, mais voilà, il y a difficilement... évidemment, c'est différent selon qu'on parle d'échelle communale, intercommunale, départementale. Ça va de soi. Et entre des territoires, ce n'est pas non plus forcément les mêmes modèles. Ce qu'on voit, nous, du coup, par expérience, c'est que ça va quand même beaucoup dépendre, du coup, de l'historique, on va dire, des acteurs qui sont présents sur le territoire. On peut avoir des acteurs, on va dire, comme les CCAS, par exemple, à l'échelle communale, qui apparaissent, pour les raisons que vous avez évoquées aussi, Laurence, particulièrement pertinents, parce qu'ils sont au contact quotidien des personnes qui sont concernées, du coup, par les situations de précarité alimentaire. Ils les connaissent. Donc ça, c'est souvent des acteurs qu'on retrouve dans les formations, actions, du coup, que l'on met en place. En revanche, après, si on parle, mais ça peut être souvent pas seul en fait. Et ensuite, le deuxième ou le troisième acteur qui va un peu se positionner dans cette démarche de coordination et cette posture en fait, qui est quand même particulière, ça peut être un acteur plutôt des solidarités alimentaires, ça peut être un contrat local de santé. Enfin voilà, ça va être très variable selon l'organisation territoriale et les acteurs en présence. À des échelles du coup plutôt des EPCI, là on commence de plus en plus à avoir du coup des PAT, des contrats locaux de santé qui s'engagent sur le sujet et qui prennent cette place de coordination, mais donc à une échelle qui n'est pas l'échelle communale, mais qui va permettre qu'il y ait de l'échange d'informations, qu'il y ait des axes de travail qui soient définis en commun. Enfin voilà, c'est quand même un échelon très pertinent pour l'échange d'informations et puis une stratégie plus large. Et puis, pour prendre un exemple du coup à l'échelle départementale, donc là je m'appuie sur un travail de diagnostic qu'on avait mené en 2021 du coup dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc de diagnostic sur l'accès aux droits et l'aide alimentaire, qui a donné lieu en fait à la mise en place d'un collectif d'acteurs qui est composé de l'ADETS, du conseil départemental, mais aussi du CCAS de Bourg, des acteurs de l'aide alimentaire et autres associations du coup investies sur le sujet. Donc on a une quinzaine d'acteurs qui se retrouvent 3 à 4 fois par an et qui définissent ensemble les quelques axes prioritaires de travail qu'ils souhaitent mener en commun. Donc qui font remonter les données sur du coup ce que vous évoquiez sur chaque association a aussi sa propre manière de fonctionner, ses propres comptages, etc. Donc là, ils mettent ça en commun et ça permet d'avoir une vision d'ensemble à l'échelle du département, du tonnage des denrées, du nombre de personnes touchées, en croisant aussi des questions de multiples recours, enfin voilà, d'essayer d'avoir un peu une vision et un suivi du coup dans la durée, année par année, de la situation. Et après, ils définissent du coup, donc je le disais, les axes de travail en commun, et ça peut être typiquement, ils ont choisi de travailler sur le sujet des cantines scolaires et de la tarification sociale dans les cantines, et donc voilà, ils ont mené ce travail-là en priorité. Mais là, de nouveau, ils reviennent sur la question de la qualité, de la quantité des denrées dans le réseau d'aide alimentaire et donc de la mutualisation logistique. Voilà, sujet du coup qui est très important dans beaucoup de territoires et pas facile à travailler. Et ils le font, je veux dire, dans un département assez rural, de manière modeste, mais en tout cas, ils essayent d'intégrer ça et de travailler ensemble sur des sujets, parce qu'en fait, ils sont quand même souvent confrontés aux mêmes problématiques. Donc voilà, pas un seul modèle, très, très différent selon les territoires, mais vraiment des objets du coup de travail en commun. Merci Julie. Alena Homo, je me tourne désormais vers vous. La gouvernance sur votre territoire, elle s'est structurée de façon assez efficace et évidente, dans le sens où il n'y a pas vraiment eu besoin de convaincre les acteurs d'agir sur ce sujet et de se réunir autour de la table. Mais comment, dans la pratique, faites-vous pour faire en sorte d'avancer collectivement et comment est-ce que vous structurez la gouvernance du projet Miam ? Oui, donc en effet, c'est vrai que on a cette chance d'avoir nos acteurs, nos élus sur le territoire qui sont engagés et qui sont soucieux justement de ce sujet sur les questions d'accès à l'alimentation. Donc c'est vrai que tout le monde est intimement convaincu par le sujet. Là, l'idée sur les instances de gouvernance, c'est de venir plus s'acculturer du sujet, de pouvoir avoir des espaces de discussion.
Donc on en a deux. On a deux instances. La première, ce sont les commissions opérationnelles. Donc on regroupe l'ensemble des acteurs et actrices du terrain plutôt. On se regroupe tous les 2 mois. Donc il y a une dynamique qui s'instaure aussi. Et c'est une volonté aussi de notre part, collectivement, de se rassembler de manière régulière pour garder cette dynamique et ne pas perdre le fil justement des dispositifs qui vont être mis en place ou des outils qu'on va développer ensemble et collectivement. Donc voilà, on garde cette dynamique-là. L'idée sur les commissions opérationnelles, tout d'abord, c'est que les commissions sont thématisées dans le sens où les acteurs et les actrices, donc au travers du diagnostic qui avait été fait en amont du projet, déjà on avait quelques ouvertures sur des sujets qu'on souhaitait aborder. La question de la santé, par exemple, on l'a abordé en introduction. Mais par exemple, il y a eu, je vais donner des exemples parce que c'est beaucoup plus concret tant pour moi que pour nous tous. Par exemple, on a créé un outil de lisibilité de l'offre de l'aide alimentaire. Ça a été notre premier thème de commission opérationnelle qui s'est étalé sur 4 commissions parce que finalement, et c'est ça aussi tout l'intérêt de ces commissions, c'est que ça a généré du débat finalement pour la création de cet outil-là. C'est un outil qui va recenser les contacts des référents de dispositifs et des structures d'aide alimentaire sur le territoire du Saignant et aussi d'avoir une cartographie pour justement informer l'ensemble des habitants du Saignant de où sont situées et localisées les structures d'aide alimentaire. Donc en fait, ce travail-là a généré beaucoup de débats. Pourquoi ? Parce que c'est venu soulever les modalités d'accueil, par exemple, des structures qui accompagnent les habitants. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions sur le contenu de cet outil. Donc là, l'outil sera sur notre site, sur la page du projet MIAM, parce que dans l'idée, c'est qu'il soit diffusé partout sur notre territoire. Mais voilà, on n'a rien inventé non plus, parce qu'on s'est beaucoup inspiré aussi des outils qui sont déjà développés sur d'autres territoires. Et donc, en fait, ça a soulevé du débat parce que il y a des conditions d'accès, finalement, pour certaines structures. Et donc, en fait, c'est venu soulever ce sujet-là pour certaines associations, ça peut être un frein pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui ne sont pas encore dans cet accompagnement-là. Bon, voilà, c'est à titre d'exemple. Et en fait, les commissions servent à ça aussi. Ça sert au débat. Il est important et nécessaire. Ça, on est aussi très soucieux de ça, parce qu'il faut laisser la place aussi. C'est une instance qui permet de laisser la place à tout à chacun de pouvoir exprimer aussi son positionnement et aussi d'avoir un éclaircissement aussi sur le fonctionnement de tout à chacun dans les structures, parce que autour de la table, on a à la fois les CCAS, on a à la fois les associations d'aide alimentaire, on a aussi des structures plus spécialisées. On n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas le même accompagnement. Donc voilà, il y a tout ça un petit peu à voir ensemble et collectivement, parce que dans l'idée, c'est que par la suite, on puisse mettre en place des outils et des dispositifs sur le territoire, mais qui va répondre finalement à une réponse commune. Donc en fait, c'est assez... on jongle finalement sur ces sujets-là. Et donc voilà, la nécessité au sein de ces commissions, c'est de laisser la place. Et pour la dernière instance, on a bien évidemment notre comité de pilotage, qui est une instance décisionnelle, qui rassemble également les quelques personnes des commissions. Donc les bénévoles sont autour de la table. Nous avons nos élus. Voilà, il y a les responsables de structures aussi qui sont présents. Donc cette instance-là permet aussi de revenir sur les sujets qui ont été abordés lors des commissions opérationnelles. Finalement, la présence des bénévoles, etc., et des personnes qui participent aux commissions viennent témoigner au sein du COPIL. Donc voilà, ça apporte beaucoup de richesse aux échanges. Et donc, par exemple, l'enveloppe budgétaire qui permet de mutualiser les achats pour les structures d'aide alimentaire, voilà, ça aussi, ça a permis d'avoir de longues discussions et de pouvoir voter favorablement aussi à cette enveloppe. Voilà, je pense que j'ai... Merci Aléna, merci à toutes les trois pour vos témoignages. Ce qu'on peut retenir, c'est que la gouvernance est un processus et pas un modèle figé. Elle dépend souvent du contexte local, mais cependant,
voir que 3 ingrédients reviennent souvent. D'abord, une volonté politique claire de porter le sujet avec une personne référente et capable de s'attaquer à la lutte contre la précarité alimentaire. Ensuite, une pluralité d'acteurs mis autour de la table, qu'ils soient associatifs, institutionnels, citoyens même, qui peuvent co-construire et agir ensemble. Et enfin, une ou plusieurs méthodes d'animation pour faire vivre le collectif, poser un cadre et garder une dynamique dans la durée. On voit aussi que certains de ces territoires choisissent d'être accompagnés pour structurer cette gouvernance. Des outils existent, des formats de coordination ont parfois fait leurs preuves, mais il faut surtout commencer petit à petit, tester et construire ensemble au fur et à mesure. Pour conclure rapidement, avant de passer au temps de questions-réponses, on a vu aujourd'hui que lancer une démarche de lutte contre la précarité alimentaire sur son territoire demande de conjuguer 2 mouvements. Un mouvement d'analyse avec la phase de diagnostic qui vise à donc comprendre, objectiver une situation et croiser les regards pour surtout mobiliser les acteurs sur un territoire. Et un mouvement collectif, la gouvernance qui vise plutôt donc à fédérer, à coordonner et mettre en commun. Et parfois, ces 2 mouvements sont menés de concert et ce sont des étapes qui prennent du temps, mais qui sont essentielles pour sortir de la réponse d'urgence et aller collectivement vers une alimentation choisie, durable et digne pour toutes et tous. Nous allons désormais lancer le temps de questions-réponses. Elles seront donc posées à nos intervenantes pendant les 20 prochaines minutes. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé des zones urbaines avec plutôt les quartiers politiques de la ville, mais on a une question, pas mal de questions reviennent sur les liens qui peuvent être faits justement avec les territoires ruraux, plus éloignés des centres urbains et des services. Julie, peut-être vous pouvez répondre à cette question avec les travaux que vous menez pour accompagner les territoires. Quelle coordination entre solutions de lutte plutôt urbaines et rurales et comment fait-on pour accompagner les élus sur cette question ? Oui, du coup, je trouve que le lien avec la question sur les élus, effectivement, est très pertinente parce que, déjà, effectivement, il y a moins d'acteurs en milieu rural et donc, de fait, souvent, les solutions sont un peu moins évidentes, même si derrière, en milieu urbain, on a des enjeux de coordination qui sont quand même aussi très importants. Mais c'est vrai que c'est plus difficile du coup sur les territoires ruraux et je pense que du coup donc les démarches de diagnostic, pour revenir quand même à ça, elles peuvent être aussi un moyen d'impliquer les élus. C'est-à-dire que parfois, je ne citerai pas de territoire, les démarches de diagnostic sont lancées sans forcément qu'il y ait une volonté ou une très bonne connaissance en fait du sujet de la part des élus. Et donc il faut dans ces cas-là, nous, typiquement, dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, mais on sait que derrière le travail, du coup, parce que le travail de diagnostic, il n'a de sens que s'il sert à mobiliser, il va être d'autant plus important pour mettre en conviction les élus. Et parfois, en fait, c'est aussi, alors parfois, c'est une question de volonté politique, mais parfois, c'est surtout une question de compréhension et de capacité à, en fait, comprendre ce qui se passe en termes de précarité alimentaire sur un territoire. C'est plus facile de ne pas voir que de la voir, du coup, la précarité alimentaire. Et donc voilà, il y a un gros travail pour demander en gros aux élus progressivement, quand le diagnostic évolue, de s'engager, de se positionner sur certains sujets et donc du coup d'avoir un constat qui soit vraiment partagé entre l'ensemble des acteurs. Donc pas impossible, même si voilà, on connaît aussi, il faut le dire, la situation du coup des collectivités et des petites collectivités en particulier. Donc effectivement, on peut pas tout demander du coup aux élus en milieu rural et en particulier, je veux dire. Et donc, je pense que là, faut le dire, c'est beaucoup plus difficile à mon sens quand même en milieu rural. Donc voilà, pas de solution clé en main, mais on a quand même des acteurs, je veux dire, des associations, des solidarités, d'aide alimentaire qui sont présents sur tout le territoire. Parfois aussi, il ne faut pas s'arrêter du coup à l'échelle des communes, effectivement. Et là, les liens entre les territoires, les frontières parfois ont vraiment beaucoup de sens entre des territoires. Même des départements ruraux. En fait, l'échelle des fois de 2 départements, elle est plus pertinente qu'un seul parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc, il faut penser, je pense vraiment là, regarder en termes d'échanges, de voies de communication, ce qui est le plus pertinent.
d'autant plus à une époque où voilà, on met de plus en plus en avant l'enjeu de mutualisation des moyens. Très bien, merci. Alina, peut-être vous voulez compléter cette question sur votre territoire. Est-ce qu'il y a des zones un peu plus rurales qui demandent une certaine attention, peut-être ? Oui, complètement. Après, comment dire ? Non, c'était assez complet ce que disait Julie à l'instant. Je pourrais pas rajouter plus, honnêtement. Là, comme ça, je suis un peu prise de court, mais... Non, c'était très complet. Je rejoins entièrement Julie là-dessus. Ouais. Merci. Non, c'était très complet. On a une autre question sur les représentations négatives qui peuvent apparaître quand on travaille le sujet de la précarité alimentaire. Si je comprends bien, est-ce que vous avez travaillé la question des préjugés peut-être qui peuvent émaner quand on s'attaque à ce sujet ? Alina, sur votre territoire, avez-vous dû faire face à des préjugés ? Alors, préjugés, je ne sais pas, mais après, c'est vrai qu'il y a comment dire ? On a notre propre regard aussi en fonction de là où on est implanté sur le territoire et avec qui on accompagne, etc. Donc, je trouve que ça englobe quand même... Il faut recontextualiser aussi et donc préjugés, je ne pense pas parce que autour de la table, quand on discute avec les acteurs, on parle de leur réalité de terrain finalement. Après, voilà, on travaille un peu sur la déconstruction plutôt, je dirais. Ça demande du temps aussi. Hein, on est encore, on a fait 6 commissions opérationnelles pour le moment. C'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent sur la table, sur les questions précarité alimentaire, sur le public qu'on accompagne, etc. Après, oui, les commissions servent à ça aussi, à venir déconstruire un petit peu les représentations qu'on peut avoir sur le sujet. Comment dire, je réfléchis en même temps que je parle, mais... on est encore là-dessus, on déconstruit petit à petit en échangeant, mais c'est ça aussi qui fait la richesse entre les acteurs. On n'accompagne pas le même public. Les différentes structures accompagnent à la fois la jeunesse, les familles monoparentales, les seniors. Finalement, on aborde aussi les situations de tout à chacun, et donc ça nous permet de venir déconstruire peut-être certaines représentations sur le sujet. J'ai pas d'exemple là, mais j'aimerais bien parce que c'est des choses qui reviennent régulièrement autour de la table finalement. Il me semble que vous m'aviez parlé de l'outil de guide avec des coordonnées de structures qui avaient, il me semble, engendré justement quelques préjugés dans la conception de l'outil, de peur d'attirer des personnes sur le territoire. Oui, il y a eu un peu cette réticence-là, plutôt, je dirais, en effet, de bien être au clair, et c'était complètement légitime de venir le poser sur la table aussi, cette question-là. En effet, c'est lorsqu'on a co-construit cet outil ensemble, il y a eu en effet la question de se dire que cet outil, l'idée n'est pas que ce soit, comment dire, et je veux peser mes mots parce que voilà, c'est important, mais que l'outil, comment dire, il informe l'ensemble des habitants du territoire. Et en fait, ça vient comme je disais tout à l'heure, ça vient lever les questions de la modalité d'accueil et d'accompagnement des personnes et d'orientation des personnes sur les dispositifs. Chaque structure ne peut pas accueillir de la même façon. Enfin voilà, il y a les Restos du Cœur, c'est à partir de 18 ans. Les CCAS, voilà, les personnes sont orientées par les travailleurs sociaux. Enfin, les circuits d'accompagnement et d'orientation ne sont pas les mêmes. Donc l'idée de construire cet outil, de co-construire cet outil, qu'elle soit ouverte à l'information pour tous les habitants, il y avait cette nécessité de bien être au clair, en effet, sur le contenu, pour bien informer les habitants qu'en effet, il y a des modalités. Mais voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça aussi, ça vient soulever quand même certains questionnements, que lorsque l'on a besoin finalement d'accéder à une aide alimentaire, on doit rentrer finalement dans un cadre, sous certaines modalités, faut se justifier de ses revenus, etc. Enfin, voilà, ça prête sujet à débat.
ce qui est encore d'actualité, donc en effet oui. Après je dirais pas préjugés, mais plutôt on travaille sur de la déconstruction, parce qu'après voilà, chacun aussi a ses réalités de terrain, et ça on peut pas les enlever non plus, on peut pas les retirer, quoi. Pour compléter, effectivement, c'est pour ça que je disais que c'est tout à l'heure que c'est vraiment crucial d'avoir des diagnostics, parce que ça permet de déconstruire toutes ces représentations. Et c'est vrai que sur les territoires, sur les quartiers politiques de la ville, mais je pense que ça peut être vrai aussi sur les territoires ruraux, il y a des visions qui peuvent être un peu stigmatisantes sur les publics dans leurs habitudes de consommation alimentaire, qu'il faut absolument objectiver par de l'enquête, par des chiffres, pour les déconstruire. Sur les quartiers, par exemple, mais ce n'est pas vrai que sur les quartiers. Il y a cette vision que c'est des territoires où les habitants préfèrent manger du fast-food que d'autres types d'alimentation. Sans qu'on se pose la question de savoir quelle est l'offre à laquelle ils ont accès, par exemple. Bon, donc en fait, il y a tout ça dans les c'est vrai qu'il y a dans les quartiers en particulier, il peut y avoir aussi une surreprésentation de certaines communautés culturelles qui ont des habitudes alimentaires différentes, et donc tout ça c'est méconnu, ça peut donner lieu effectivement à des préjugés. Ou à des regards un peu stigmatisants. Et donc, pour que l'action publique soit pertinente, il faut pouvoir déconstruire tout ça et objectiver, en fait. Merci. Peut-être, Julie, oui, vous voulez compléter ouais. Du coup, sur les démarches, effectivement, je pense que de toute façon, les associations étant beaucoup composées aussi de bénévoles et donc voilà, de personnes qui donnent de leur temps, dont c'est pas forcément le métier, donc peut professionnalisés parfois, et c'est pas du tout un grief que je leur adresse, mais de la même manière pour les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, qui sont aussi dans des cadres professionnels avec des habitudes. Je pense qu'il est toujours en fait important de re-questionner cette question des connaissances aussi, des savoir-faire qu'ont les personnes du coup qui se recourent à l'aide alimentaire ou voilà, sont en demande de soutien. Ce qu'on mène régulièrement dans les travaux de diagnostic, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la question de la participation et de la prise en compte de la parole, du vécu des personnes est en fait nous systématique. Peut-être ça allait trop de soi, du coup je l'ai oublié de le dire. Un des petits exercices ou petits outils qu'on fait régulièrement, c'est des ateliers miroirs. Donc c'est des ateliers où on rassemble une dizaine de personnes qui viennent de différentes structures et qui sont recourantes à l'aide alimentaire par exemple, ou en situation de précarité, et des travailleurs sociaux de l'autre côté. Et on les fait réfléchir sur les mêmes sujets. L'offre sur mon territoire, mes habitudes, quel serait mon panier idéal si j'en avais les moyens. Et là, en fait, on fait directement complètement retomber en fait, toute la question des préjugés. Et puis, on lie ça à, si possible, à faire la cuisine ensemble. On prend 1 heure déjà. Souvent, d'ailleurs, on démarre par ça parce que en fait, le format des ateliers n'est pas toujours adapté pour les personnes. Faire la cuisine ensemble et on se rend compte que en fait, les personnes, elles ont très souvent en fait, beaucoup de compétences et de connaissances dans le champ alimentaire. Elles ont des habitudes, simplement, elles n'ont pas accès aux produits auxquels elles pourraient avoir accès. Donc voilà, je dirais que c'est tout ça. Et généralement, du coup, ça déconstruit rapidement cette question des représentations. Merci. Une question peut-être pour vous, Julie. Auriez-vous des outils pour la phase de diagnostic afin de partir de capitalisation et d'assurer une démarche solide ? Oui, alors du coup, l'Agence nouvelle des solidarités actives, juste on met en ligne tout ce qu'on peut, donc sauf avis contraire, sinon on publie l'ensemble des études, des appuis, des retours sur projet que l'on accompagne. Donc vous pouvez accéder via le site internet à l'ensemble de la documentation. Et en particulier pour la formation dont je parlais tout à l'heure, la formation Action Alimactive, on a construit, et c'est plutôt mes collègues d'ailleurs auparavant, qui ont construit tout un outillage qu'on met régulièrement à jour pour initier un travail de diagnostic et la mise en place d'une coordination sur son territoire. Donc il y a toute une boîte à outils Alimactive qui existe et qui est en ligne, et je pense qu'on pourra aussi la diffuser du coup, soit dans le chat, soit juste après. Merci. Effectivement, ces ressources vont vous être partagées dans le chat et il y aura à l'issue du webinaire un compte-rendu écrit dans lequel on vous remettra toutes les ressources qui ont été citées aujourd'hui. Pas d'inquiétude.
Peut-être une question pour vous, Alena. Comment gérez-vous les potentielles concurrences vis-à-vis des dons entre structures du don alimentaire? N'est-ce pas un frein à la coopération dans les divers projets évoqués? Alors, potentielle concurrence, je suis un peu... c'est pas très clair pour moi. Peut-être je peux reformuler. Vous avez fait un diagnostic justement des structures d'aide alimentaire pour mieux comprendre la situation sur votre territoire. Oui. Est-ce que vous voyez que parfois ces structures se marchent dessus et essayent d'aller peut-être récupérer les dons des grandes et moyennes surfaces qui sont rares, on le sait aujourd'hui? Est-ce que vous avez du mal justement à faire en sorte qu'elles se coordonnent et qu'elles avancent ensemble plutôt que contre les unes les autres? Non, il n'y a pas de concurrence, en tout cas, entre les structures d'aide alimentaire sur la base du don, dans le sens où, entre elles, elles mettent en place finalement de la coopération, parce que, à titre d'exemple, il y a des associations d'aide alimentaire qui peuvent percevoir des denrées que finalement une autre association aurait besoin. Le circuit n'est pas le même en termes d'approvisionnement, et donc finalement entre elles s'organisent. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, ça a été posé sur le diagnostic que l'on a réalisé. Habitat Jeune Sud-Aquitaine, qui a une épicerie solidaire, par moment perçoivent énormément de briques de lait, par exemple. Ils en ont un gros stock. Des fois, qu'ils ne peuvent pas épuiser, parce que les jeunes ne consomment pas forcément et régulièrement du lait. Donc, en fait, finalement, c'est très bien, ils perçoivent en quantité, mais c'est pas forcément écoulé. Et à contrario, les Restos du Cœur, qui, eux, s'approvisionnent au travers d'une plateforme AIDA, eux, par moment, sont en manque finalement de lait, et donc ils mettent en place un circuit direct, et en fait entre eux déjà il y a une forme de solidarité, et donc pour moi, c'est un exemple type qu'il n'y a pas de concurrence vis-à-vis de cela et tant mieux, j'ai envie de dire. On est quand même sur une question, il y a une intelligence collective quand même qui est assez présente autour de la table. On est là aussi pour s'entraider, et ça génère aussi beaucoup de coopération. C'est pas toujours simple, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de bien être au clair sur ce qui est mis en place sur le territoire aussi. On limite la concurrence aussi en termes de mise en place de dispositifs. Quand on voit que par exemple il y a un dispositif qui est mis en place sur un territoire, sur une partie du territoire, on évite la redondance, on essaye de trouver d'autres alternatives et de créer d'autres outils qui pourraient permettre de répondre à d'autres besoins. On essaie de coordonner au maximum pour que ce soit... On a cette attache à rester cohérent sur le territoire. Pareil aussi, c'est simple à dire là comme ça, mais ça nécessite d'en discuter et de se voir régulièrement. Hein, on se voit tous les 2 mois, donc ça permet aussi de rester cohérent sur ce qui doit être mis en place sur le territoire, de ne pas avoir de la redondance, et de répondre au mieux en fait à ce qu'on a posé dans le cadre du diagnostic, quoi. On a cette vigilance-là, ça prend du temps. Il y a ça aussi, moi j'accorde aussi beaucoup d'importance à ça. Ça demande du temps, et il faut prendre ce temps-là aussi. Ça me paraît indispensable de le redire, parce que souvent on est un peu dans cette mouvance à vite répondre, et tant mieux, hein. C'est ça aussi, ça fait partie de la dynamique, mais on prend le temps aussi de poser sur la table ce qui est fait, ce qui est déjà mis en place, ce qui a besoin peut-être d'être remobilisé en termes de dispositifs ou d'outils, ou ce qui a besoin justement d'être innové et créé sur le territoire. Merci pour ces éclairages. Peut-être Julie, dans vos territoires, vous aviez des exemples de concurrence entre structures du don alimentaire à nous partager? On a des cas de... Pareil, je ne veux pas citer du coup de territoire, mais ce n'est pas du coup toujours le cas. Je pense que c'est plutôt bon signe chez vous. Ça arrive en fait à ça. C'est cohérent effectivement avec le temps et les moyens qui ont été investis pour permettre cette complémentarité. On a des structures, notamment d'aide alimentaire, qui fonctionnent parfois en silo avec leur propre logique, parce qu'elles ne sont pas structurées de la même manière. Certaines dépendent, tu l'as évoqué, d'une structure nationale, une structure départementale. D'autres sont plus localisées, à l'échelle du territoire, ont plus de marge de manœuvre et peuvent davantage faire ce qu'elles veulent. Donc, ça ne va pas de soi. Parfois, on a aussi une tendance à ce que chacun, on s'est un peu réparti les publics, et donc chacun ses publics.
voilà, il peut y avoir cette situation, mais je pense que voilà, ça se travaille, il y a vraiment des marges de manœuvre. Je dirais que peut-être les concurrences, ou en tout cas le manque de lien, il est par contre plutôt, je trouve, entre associations effectivement caritatives d'aide alimentaire et les autres acteurs de l'accès au droit, quoi, en manière plus générale. Enfin, je trouve que c'est plus là, en tout cas, que le lien est à travailler. C'est un peu un autre sujet, mais... Donc concurrence, oui, possible, notamment, je pense, aux phases aux grands événements de collecte dans les grandes et moyennes surfaces où, quand on interroge les GMS, elles disent oui, bah, c'est vrai que tout le monde arrive au même moment. Bon, si les acteurs avaient pu se mettre un peu d'accord ou le faire ensemble, mais voilà, c'est là où on voit que chacun a un peu son propre mode de fonctionnement. Il suffit de trouver, je pense, les complémentarités localement. Très bien, merci. C'est la fin du temps de questions-réponses. Je vous remercie toutes les trois pour vos témoignages riches. Je vais maintenant inviter notre partenaire institutionnel à venir clôturer ce webinaire. Et j'accueille donc sur le plateau Isabelle Blanchard, chargée de mission alimentation à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Et avant cela, je voudrais excuser Tayeb El Mestari du pôle Solidarité de la DRETS Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour conclure. Je vous laisse la parole, Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, une tâche rude que vous me confiez ici. Tout simplement je vais recentrer cette conclusion sur les projets alimentaires de territoire parce que c'est quand même le fil rouge de la discussion d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'en Nouvelle-Aquitaine, donc la précarité alimentaire est un enjeu majeur auquel les projets alimentaires de territoire peuvent avoir des réponses concrètes. Voilà. Et je voulais aussi rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que cette région de la Nouvelle-Aquitaine est vaste, contrastée. Il y a effectivement des zones rurales, des zones urbaines, mais aussi des zones littorales. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que tous ces territoires, toutes ces zones sont confrontées à une montée des inégalités, d'accès à une alimentation saine, durable, mais aussi choisie. C'est pourquoi les PAT, qui sont soutenus, je le rappelle, par la région et l'État, intègrent de plus en plus cet enjeu de précarité alimentaire dans leur stratégie. Alors, c'est aussi lié au fait que les projets alimentaires territoriaux qui souhaitent passer au niveau 2 de labellisation, qui est la reconnaissance du ministère de l'Agriculture, ont l'obligation, entre guillemets, de traiter de cet enjeu, de cet axe de la justice sociale dans leur feuille de route. Je rappelle que cet axe est issu du programme national de l'alimentation. Alors, si je résume, dans les PAT, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution, comme réponse à la précarité alimentaire? Tout d'abord, l'accès à une alimentation de qualité pour tous va se décliner, par exemple, par les chèques alimentaires locaux qui sont souvent en partenariat avec des AMAP ou des marchés de producteurs ou des épiceries sociales. Mais aussi, n'oublions pas la tarification sociale dans les cantines scolaires et notamment le bonus Egalim, ce qu'on appelle de façon familière la cantine à 1 euro. Qui sont des solutions pour répondre à cette précarité. La distribution de paniers de produits locaux à prix réduit, mais aussi, vous l'avez cité dans les échanges tout à l'heure, les expérimentations de sécurité sociale. C'est vraiment des actions que l'on retrouve dans de nombreux PAT aujourd'hui qui sont déployés voilà, pour permettre aux personnes en situation de précarité de bénéficier d'une alimentation de qualité.
Je peux citer également les soutiens aux initiatives solidaires avec l'aide à la création ou au développement d'épiceries sociales et solidaires, notamment dans les zones rurales, mais aussi l'appui à des cuisines collectives ou participatives, voilà, qui vont se développer dans certains PAT. La revalorisation des invendus, on l'a parlé tout à l'heure, avec le développement de plateformes logistiques et de tiers-lieux pour récupérer, trier et redistribuer des produits non commercialisables mais consommables, et aussi des initiatives en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a de nombreux projets, nombreux exemples qui se dessinent. Je peux citer par exemple Proxidon. Dans de nombreux PAT, le lien est réalisé. Mais également la participation citoyenne et les actions à l'éducation, comme l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'alimentation équilibrée et durable, accessible au public précaire, mais aussi l'implication de bénéficiaires, vous l'avez dit également, dans la gouvernance de PAT, pour co-construire des solutions. Voilà, c'est des choses qui se développent dans de nombreux projets alimentaires de territoire. Alors si je peux citer quelques exemples, et je ne veux froisser personne, mais la liste serait longue. On a commencé tout à l'heure à le faire. Je peux citer le PAT de Bordeaux Métropole qui a mis en place les bons alimentaires numériques pour les foyers en difficulté en partenariat avec des épiceries sociales. Je peux citer le PAT du Pays Basque qui déploie des paniers solidaires. Je peux citer, vous en avez déjà parlé, le PAT de Grand Angoulême qui soutient les circuits courts pour fournir les épiceries sociales locales. Je peux citer les PAT de Marennes, Rochefort, Océan et Royan agglomération qui mettent en lien des producteurs et des associations d'aide alimentaire avec un intermédiaire logistique, l'IEPR Service, qui permet de faire le lien entre les points de massification et pour distribuer l'offre alimentaire. Mais il y a également des ateliers cuisine, des jardins partagés qui se développent dans différents PAT. Alors on voit que ces PAT évoluent, on voit que les initiatives sont adaptées à chaque territoire. Vous l'avez dit, pour répondre le mieux possible, le plus efficacement possible aux besoins des personnes en situation précaire. Les enjeux sont là. Vous avez dit également que ce qui est important, c'est la coordination, c'est le travailler ensemble entre tous ces acteurs du territoire pour aller vers moins de précarité et surtout permettre à tous une alimentation saine et durable. Voilà. Alors, les enjeux de demain, je ne suis pas visionnaire, mais en tous les cas, ce qui paraît important par rapport à cette thématique-là, ce serait de pouvoir pérenniser les actions solidaires au-delà d'actions ponctuelles, bien sûr, de consolider les financements et la coordination, les échanges entre les collectivités, les producteurs, les citoyens et les associations. Voilà ce qui paraît important aujourd'hui. Et ce que l'on peut noter, c'est que les PAT en 2025, si je peux résumer, jouent un rôle dans la lutte contre la précarité alimentaire en favorisant un accès équitable à une alimentation de qualité, tout en soutenant les dynamiques locales et durables. Et je me permets de vous inviter à prolonger ces échanges avec la journée de l'aide alimentaire du mardi 20 mai à Périgueux. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez choisir soit le présentiel, soit le distanciel. Cette journée est aussi en visio. Voilà. Ce qui est important,
Alors, j'ai vu dans le chat une question tout à l'heure sur les financements. Des exemples vous ont été donnés sur comment réaliser un diagnostic de précarité alimentaire. Je vous invite à utiliser ces outils et je vous invite aussi à utiliser des outils qui sont mis à votre disposition gratuitement. C'est aussi des outils du Cocolupa qui vous permettent de lister et de réaliser votre diagnostic par territoire. Voilà. Et pour moi, le mot de la fin, travailler ensemble, c'est vraiment la clé et la réussite de ces projets alimentaires de territoire pour de bien nombreux sujets, mais pour lutter contre cette augmentation de la précarité alimentaire sur nos territoires. Merci à tous les acteurs d'être intervenus aujourd'hui. Merci à PQNA d'avoir permis de construire ces webinaires, ces échanges. Et je sais qu'il y aura également un webinaire qui posera aussi d'autres questions, mais qui sont en lien avec cette thématique sur la démocratie alimentaire dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, à suivre. Merci Isabelle d'être intervenue pour clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très bientôt sur notre site pour justement les prochains rendez-vous, le prochain webinaire sur la démocratie alimentaire comme l'a souligné Isabelle, mais aussi une visite de terrain qui se planifiera dans les prochains mois et une publication de synthèse. Et vous pouvez consulter sur le site de Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine notre agenda puisque les prochains mois seront riches en événements. Et merci à toutes et à tous, c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous les acteurs du territoire.